Je suis Frédéric Faure, donc le directeur général de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui, au ministère de la Justice, forme les professionnels de cette institution, qui sont très majoritairement des éducateurs, qui vont accueillir et accompagner des enfants et adolescents, surtout des adolescents, en protection de l'enfance et notamment en conflit avec la loi. Je le dis pour précisément circonscrire mon propos et vous dire, à l'invitation de Rémi Casanova, que je remercie très chaleureusement, vous dire en quoi Hannah Arendt m'a inspiré et je fais vraiment œuvre d'humilité en vous disant cela, puisque je n'ai évidemment aucune légitimité scientifique particulière pour parler de Hannah Arendt. En tous les cas, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas pédagogue. Par contre, je suis un praticien du management depuis plus de 20 ans et dans une institution à la fois judiciaire et éducative. Et il me semble que Hannah Arendt a beaucoup de choses à nous dire. En tous les cas, moi, je peux dire qu'elle m'a dit beaucoup de choses par les lectures que j'ai faites de quelques-uns de ses écrits. Et je voudrais vous dire que j'ai fait une deuxième rencontre avec Hannah Arendt, mais qui celle-ci n'était pas du tout fortuite, puisque je me souvenais des écrits que j'avais lus lorsque j'étais en formation, et ça s'est passé 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, en 2015, donc en gros, j'ai eu l'occasion d'être ce qu'on appelle le chef du bureau de l'action éducative, c'est-à-dire à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le bureau qui propose, promeut, rédige les politiques éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Et il s'est trouvé qu'en 2015, nous avions, suite à une série d'incidents graves dans certains de nos établissements, nous devions donc travailler sur la notion de violence, de prévention et de gestion de la violence en établissement. Et en travaillant sur cette notion avec mon équipe, nous sommes allés rechercher ce que Hannah Arendt nous apprend de la banalité du mal à l'issue du procès Eichmann en 61. Évidemment, les circonstances, les actes et comment dirais-je, le développement politique de cette notion n'ont strictement rien à voir dans un cas et dans l'autre. Je ne fais pas de raccourci, évidemment, qui serait particulièrement impertinent. En revanche, ce que Hannah Arendt démontre dans son rapport du procès Eichmann à Jérusalem, c'est l'insignifiance et la terrible banalité d'Eichmann, donc criminel de guerre nazi, dans sa capacité à passer à l'acte et dans son incapacité à penser, à oublier de penser, dans son abandon de l'esprit critique. Là aussi, d'ailleurs, c'est un propos de Hannah Arendt qui a été plus que débattu, qui a été très combattu par ceux qui pensaient que Hannah Arendt allait presque excuser des criminels de guerre nazis. Mais cette notion-là de produire des actes qui font du mal, et notamment des actes de violence, et encore une fois, dans des contextes qui n'ont strictement rien à voir. Tout raccourci n'aurait aucun sens. Mais il se trouve quand même que nous étions confrontés à ce que peuvent produire parfois des institutions dites totalitaires, c'est-à-dire des institutions qui écrasent, qui oublient justement d'émanciper les enfants et les adolescents, qui ne procèdent que par la violence réelle ou symbolique. Et nous pouvions avoir des comportements parfois, dans certaines de ces structures, donc, de praticiens, d'éducateurs qui avaient, en tous les cas, s'étaient conformés à un ordre interne, avaient produit des actes de violence morale, verbale, psychologique, mais parfois même physique, sans réaliser la terreur qu'ils imposaient finalement aux enfants et adolescents qui leur étaient confiés, et sans réaliser qu'ils se rendaient auteurs, et y compris d'infractions pénales, voyez-vous. Et le fait de pouvoir travailler sur la notion de banalité du mal sur laquelle donc Hannah Arendt nous alerte, c'est se donner, en tous les cas comme institution, et aujourd'hui comme école pour ce qui me concerne, c'est se donner la possibilité de réfléchir à tous les garde-fous, à tous les adossements intellectuels et moraux, à toutes les capacités d'observation et de réflexion qu'un éducateur doit en tout temps garder, doit en tout temps avoir pour développer une pensée critique sur ce qu'il doit appliquer.
Il ne s'agit évidemment pas de faire en sorte que les éducateurs n'appliquent pas les consignes qui leur sont données, pas plus que les directeurs ne doivent appliquer les consignes qui leur sont données. Là, encore une fois, les chaînes hiérarchiques, les chaînes de commandement, les chaînes de décision sont parfaitement claires. Le sujet est que nous devons, en toutes circonstances, avoir un avis sur les décisions qui nous sont imposées, précisément pour se garder des éventuelles dérives que parfois nous pouvons être amenés dans lesquelles nous pouvons être amenés à nous engager. Et lorsqu'on décortique les incidents qui font appel à la violence, en tous les cas de praticiens sur des mineurs, mais parfois même de mineurs entre eux ou de praticiens entre eux, qu'importe, les sujets de violence, les dynamiques de violence, eh bien, on se rend compte que bien souvent, les institutions n'ont pas forcément prévu une réflexion systémique et d'équipe autour de ces sujets. Et notre doctrine en 2015, elle commence justement par là. C'est par ces enseignements-là qu'on en arrive à la conclusion que les institutions doivent organiser, instituer les espaces qui vont en faire des institutions contenantes, bien sûr, mais aussi sécurisantes et bien traitantes. Et donc bien traitantes à l'égard des enfants et adolescents dont on parle, mais aussi bien traitantes à l'égard des professionnels qui sont parfois très démunis, qui n'ont parfois pas beaucoup de défense lorsqu'ils sont confrontés à la violence et qui peuvent donc se conformer à des choses à quoi ils ne doivent pas se conformer. C'est une autre actualité pour moi, si vous voulez, de la pensée de Hannah Arendt, ce qu'elle nous dit de la banalité du mal chez n'importe lequel d'entre nous, cette espèce d'animal terré qui peut-être ne se réveillera jamais, et tant mieux s'il ne se réveille jamais, mais qui peut se réveiller malheureusement si les circonstances l'amènent à se réveiller. Et il me semble que notre devoir moral et en tous les cas notre capacité autocritique doit toujours nous amener à nous demander si ce que nous faisons est juste. Et voilà ce que je retiens à ce stade, en tous les cas, de Hannah Arendt. La banalité du mal. Alors, sur la banalité du mal, je voudrais te poser la question, à partir de quand doit-on, sur la base du développement de la pensée critique, au passage, crise et critique, c'est la même racine, à partir de quand doit-on dire non à son manager ou à partir de quand le manager doit dire non à ses collaborateurs au nom justement de cette banalité du mal? La question est très difficile parce que d'abord, je pense que ça dépend des contextes et des sujets. Je pourrais faire une réponse très simple. Moi qui suis fonctionnaire, et je pourrais faire la réponse que prescrit le Code général de la fonction publique, qui est qu'il est demandé aux fonctionnaires de désobéir à partir du moment où on lui assigne un ordre manifestement illégal. Et donc, ce qui autorise à dire non, c'est le caractère illégal d'un ordre. Donc, ça renvoie à la loi juridique. Et c'est déjà beaucoup, je trouve. En tous les cas, pour moi, c'est une garantie dans un état de droit. Je trouve en tous les cas, la France peut s'enorgueillir de ça, d'autoriser ses fonctionnaires à désobéir dès lors que ces fonctionnaires sont confrontés à un ordre manifestement illégal. Mais ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Parce que ce renvoi à la loi, il peut être tout à fait désincarné, en tous les cas pas compris ou pas vécu, pas éprouvé par les personnes. Et alors, il faut qu'ils intègrent la loi symbolique, c'est-à-dire celle qui nous empêche, voilà, ce qu'en psychanalyse, sans doute, on nomme le surmoi, mais ce qui nous empêche de passer à l'acte. Et vous voyez, pour reprendre mes sujets là, de violence en institution et de ce que produisent les institutions totalitaires, j'ai pu, par exemple, me trouver à lire un rapport d'inspection sur une structure dans laquelle, un établissement de placement, un foyer pour adolescents, dans laquelle un régime disciplinaire avait été établi, régime disciplinaire qui graduait les sanctions non pas par leur pertinence pédagogique, ce qui pourrait évidemment avoir du sens, mais graduait les sanctions par la dureté des coups portés aux adolescents. Évidemment, la chose n'était écrite nulle part, mais c'était une forme de régime disciplinaire partagé dans cette équipe. Et là, je me suis beaucoup posé la question de comment est-il possible
qu'une équipe d'une vingtaine de personnes ait pu à ce point se conformer à, et il a fallu que ce soit d'ailleurs, dans mon souvenir, une ou un stagiaire éducateur, moi je n'étais pas directeur de l'école à l'époque, mais une ou un stagiaire qui, étant en stage là-bas, observe cela et le dénonce. Donc il a fallu un élément extérieur pour arrêter cette machine-là. Mais il y a d'autres exemples. Hein, voilà. Mais cet exemple-là m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit justement, bien sûr qu'on est dans l'ordre manifestement illégal, c'est-à-dire que le directeur ou le chef de service qui avait établi et qui encourageait ce système de sanctions, en fait, demandait à leurs collègues de désobéir à la loi, puisque évidemment, frapper un adolescent placé, c'est interdit par la loi et heureusement. Mais ça n'était pas incarné, ça n'était pas appréhendé, ça n'était pas éprouvé par les éducateurs manifestement, puisqu'ils s'y sont conformés. Et que ce qu'ils ont reconnu, eux, c'est l'autorité de leur chef, et pas l'autorité de l'intérêt général, et donc du système de croyance, du système de valeurs auquel il leur était pourtant demandé d'adhérer, de se conformer. C'est-à-dire que, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et alors là, ça nous ramène vraiment à Hannah Arendt et au rapport Eichmann, c'est l'autorité des personnes charismatiques et totalisantes, plus que l'autorité des valeurs qui nous transcendent, qui font que qui fait qu'on adopte tel ou tel comportement, qu'on adopte telle ou telle attitude, et qu'on peut produire le mal au sens littéral du mot. Alors, je me suis dit, à tout le moins, ces éducateurs ne disposaient d'aucune instance de régulation de cette affaire-là, d'aucune instance de pensée de cette affaire-là pour se dire mais ce que nous faisons est-il juste là au sens du mot justice et pas justesse? Ce que nous faisons est-il juste? Ce que nous faisons est-il adossé à quelque chose de construit dans quoi on peut se reconnaître? Ou ce que nous faisons est-il juste l'ordre de notre chef qu'on reconnaît comme chef? Je ne sais pas ce qui leur aurait permis de dire non à temps. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, Rémi, et pour être très honnête, je ne sais pas. Parce que je pense que ça dépend en plus des personnes, ça dépend des éducations dont on est soi-même les héritiers, ça dépend de tout un tas d'éléments de contexte. Donc ça, je ne saurais pas répondre à cette question qui est très difficile et qui, je pense, renvoie vraiment à la responsabilité individuelle et aux éducations individuelles. Par contre, je crois que les institutions ont le devoir d'organiser les espaces pour que cette chose-là ne se passe pas. Et ces espaces, c'est bien sûr les instances de régulation dont j'ai parlé, c'est-à-dire penser le projet, adosser le projet à quelque chose de construit qui lui-même s'adosse ou se réfère à un système de valeurs et de croyances. Donc là, on en revient au point de tout à l'heure. Mais c'est aussi, pour une institution, l'espace du contrôle. C'est-à-dire que les institutions, d'ailleurs c'est ce que nous enseigne l'histoire des institutions totalitaires, les institutions doivent se contrôler, s'autocontrôler, accepter le contrôle des autres. C'est d'ailleurs un principe de base en démocratie. Depuis la Révolution française, les trois pouvoirs se contrôlent les uns les autres, précisément comme garantie du juste pouvoir et comme garantie que des contre-pouvoirs vont pouvoir venir se contredire, voire se contrarier. Alors, voilà, je pense que les institutions ont cette responsabilité de principe tout à fait fondatrice, là pour le coup, qui assoit leur légitimité, leur autorité à agir, à la fois par la pensée. N'oublions pas encore une fois la phrase de Arendt sur Eichmann, c'est qu'il a abandonné l'idée même de penser, c'est son incapacité à penser, donc le devoir de penser dans des instances de régulation qui sont établies et institutionnalisées, et puis le contrôle. Après, en tous les cas, moi, je n'ai pas les clés pour savoir à quel moment quelqu'un doit dire non. Vous voyez, je suis par ailleurs assez admiratif, mais Rémi, tu le sais, de la personne du général de Gaulle pour son œuvre historique. Et je me dis, voilà, pourquoi Churchill et de Gaulle ont-ils dit non en mai 40 quand tout le monde disait oui? Moi, ça me fascine, ça. Ça me fascine, ça me rend très admiratif parce que je me dis, mais quelle clairvoyance, qu'est-ce qui leur a permis dans leur culture et leur éducation de dire non, alors que ça n'était pas si évident en mai 40 de dire non. C'était évident sans doute en août 44, mais en mai 40, non. Alors, voilà, je me réfère aussi à ces personnalités-là, Churchill et de Gaulle, qui sont pour moi des grandes figures inspirantes pour la capacité à dire non.
Eh bien, le dernier mot, il est très simple, c'est vous remercier. Quand je parle d'instance pour penser, ben, en voilà une belle. Vraiment, merci de ce moment de pensée. Merci d'avoir valorisé Hannah Arendt pour que, j'espère en tous les cas, ceux qui participent à ce colloque en perçoivent bien l'extrême contemporanéité et l'extrême actualité.